Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Lundi 10h, vous connaissez l'heure du rendez-vous. Bon, il n'y a pas d'heure pour écouter un podcast, mais en tout cas, vous êtes de plus en plus fidèles à être là, nombreux, lundi 10h. Aujourd'hui, c'est un podcast assez exceptionnel puisque je reçois un invité de marque, c'est Gabriel Jarosson. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je l'ai découvert par le biais de son livre, je vous en parlerai un petit peu plus tard tout à l'heure. Pour la communauté de Gabriel qui découvrirait ce podcast aujourd'hui, si vous voulez aller l'écouter, vous pouvez directement aller à 7 ou 8 minutes de podcast. Pour les autres, vous pouvez écouter les petites news du jour et ensuite je vous présente cette interview. Donc je voudrais commencer par les traditionnels remerciements, dire merci vraiment à tous les gens qui écoutent et interagissent avec le podcast. Cette semaine, vous avez été vraiment nombreux. Alors un grand merci à Adriane, Ricardo, Pauline, Mehdi, Alex, Max, Philippe, Anaïs, Thibaut, Julio, Quentin, Gérald, Thierry, Jérôme, Xavier, Alan, Aurélien, Charles, Anaïs et Grégory. Grégory qui était un de mes anciens salariés qui a découvert le podcast. On a eu une discussion vraiment très intéressante et je sais que tu m'écoutes Grégory, donc voilà, ne lâche pas les réflexions que tu as eues en ce moment et continue d'aller dans ce sens. À mon avis, tu fais le bon choix. Je voudrais faire un retour sur l'apéro IMO qu'on a fait jeudi dernier. C'était vraiment un super moment. Je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient là. On avait Anaïs avec nous, David, Thierry, Alan, Sandra, Yann, Ben, mon associé. Il y avait Gaëtan, Sébastien, Adriane, Geoffrey, Thibaut. J'espère que j'oublie personne. C'était vraiment une super soirée de partage, d'échange, vraiment de bienveillance. On a discuté sur les projets, sur l'avancement de chacun. Vraiment, c'est pour faire, comme dit mon pote Rudy, ensemble pour faire mieux que seul. C'est exactement ça. Et j'ai trouvé vraiment, c'est un super moment à refaire. Donc, je vais essayer qu'on fasse ça tous les mois. J'aimerais vraiment bien, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Je pense que ça fait vraiment du bien. Ça permet de rencontrer des gens qui pensent comme nous, d'avancer. C'est vraiment super important. Je voudrais faire un petit retour aussi sur le podcast de la semaine dernière, où j'ai eu un commentaire de Adriane, justement, que j'ai beaucoup aimé et que je voulais vous lire. Donc le podcast de la semaine dernière, c'était sur faut-il être raisonnable ou être déraisonnable si on veut avancer vers ses rêves. Et Adriane m'a écrit une citation que j'ai trouvée vraiment jolie et que j'ai eu envie de partager avec vous. J'ai lu une citation qui résume très bien ce passage, et c'est celle-là. Il vaut mieux se dire un jour, j'ai frôlé la mort, plutôt que de se dire au crépuscule de sa vie, j'ai frôlé la vie. C'est beau quand même. C'est beau, ça met beaucoup de choses en perspective, de se dire que voilà, quand on joue la sécurité, on n'est pas en train de jouer la vie, quoi. Et que parfois il faut faire des trucs complètement déraisonnables si on veut avancer. Et ça me fait marrer puisque je suis monté pour faire cette interview de Gabriel. Je devais rester le week-end à Paris et finalement j'ai eu une soirée qui s'est programmée le vendredi soir où il fallait absolument que je sois. Et du coup j'ai fait l'aller-retour dans la journée à Paris pour le rencontrer. Et ça valait vraiment le coup puisque c'était un super moment que vous allez découvrir ensemble. On va vraiment le partager ensemble tout à l'heure. J'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu. Et ce qui était incroyable, c'est que je suis fan de Blablacar. J'adore ça. Dès que je voyage, que je suis tout seul dans la voiture, je fais monter des Blablacar pour qu'on discute, pour qu'on échange. Et la personne qui a partagé le Blablacar avec moi le matin, qui était allemand, d'origine allemande, avait fait une conférence TEDx quand même. Donc c'était incroyable. On a échangé pendant plus de 2 heures ensemble. C'était super bien. Et voilà, la vie réserve beaucoup de choses. Et d'une action déraisonnable. Un aller-retour à Paris dans la journée quand on habite pas très loin de Lyon, c'est quand même beaucoup de conduite pour une seule journée. Mais ça permet de rencontrer des gens exceptionnels et même quand c'était pas prévu, j'ai fait aussi une rencontre qui est super bien et on est resté en contact. On verra si peut-être que ça débouchera aussi sur autre chose. Vraiment quelque chose de un super moment quoi. Voilà. Écoutez, je crois que on arrive. Ah, pas encore. Il faut que je vous parle du séminaire du Club des Indépendants qui arrive très vite. Le séminaire du Club des Indépendants, qu'est-ce que c'est? Ça va avoir lieu le 14 mars à Clermont-Ferrand. On organise ça tous ensemble avec mon pote Yann de Yalfa Imo, mon associé Ben. On va avoir Max avec nous, Axel, Ludo. On va passer vraiment une super journée. On va intervenir chacun dans notre domaine de compétences. Moi, je vais vous parler du mindset. Voilà, je me mets un petit peu en danger. Ça sera dans le cadre de ce petit podcast. Habituellement, je fais les présentations sur les divisions foncières.
Mais là, j'avais envie de parler de mindset avec vous. Donc moi, je vais clôturer cette journée sur mon intervention. Je suis en train de bosser pour vous faire vraiment un truc sympa. Il y aura mon associé Ben, justement, qui va parler du marchand de biens, de la division foncière. On a Ludo qui va venir nous parler de fiscalité, qui est vraiment hyper calé dans le domaine. Mon pote Yann va nous parler de la LCD, location courte durée, il cartonne là-dedans. Il y aura mon pote Max qui va nous parler de la colocation. Lui, il a 3 colocs, ça cartonne et il fait vraiment des gros chiffres. Il en vit, c'est vraiment excellent. Et on aura Axel qui va nous parler des réseaux sociaux, d'Instagram, comment monétiser sa page, comment créer une communauté, comment mettre en avant des biens si vous voulez louer par l'intermédiaire d'Instagram. Donc voilà, ça va être une journée vraiment riche. C'est le 14 mars. Vous trouverez tous les liens dans la bio de mon compte Instagram, Une vie de liberté. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Je pense que ça va être vraiment une super journée. Ça va être top. Voilà, je crois qu'on vient de terminer avec les news de la semaine et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de ce podcast. Donc vendredi dernier, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Gabriel Jarosson qui m'a accordé un entretien. On a passé vraiment un super moment. C'était génial. Alors Gabriel, qui c'est? Gabriel, il a 29 ans. Moi, je l'ai découvert par le biais de son livre Secret d'investisseur. Je cherchais un livre sur Amazon et je suis tombé sur son bouquin. Je l'ai acheté et il m'a beaucoup plu. Il traite de l'investissement en start-up. C'est super intéressant. Gabriel, c'est un entrepreneur confirmé. Il a monté plus de 10 sociétés. Il a eu beaucoup d'échecs et après beaucoup de succès. C'est vraiment un serial entrepreneur. Il a ça dans le sang. Il connaît très bien le monde des startups. Il en parle avec une grande passion. Il y a quelques années, il a décidé de monter sa chaîne YouTube pour la faire exploser. Il a décidé de faire une vidéo par jour. Il a fait ça avec beaucoup d'abnégation. Aujourd'hui, il a plus de 12 000 abonnés sur YouTube. Ça marche très bien. Et il a même concrétisé ça par un fonds d'investissement qu'il a créé qui s'appelle Léonis, un vrai fonds d'investissement où aujourd'hui il y a plus de 120 membres. Et l'année dernière, il a investi 300 000 € dans les startups par le biais de son fonds. C'est aussi quelqu'un qui est passionné d'indépendance financière, qui est passionné d'automatisation, des muses, toutes ces petites muses qu'on trouve dans le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Et moi, ce qui m'a surtout accroché quand j'ai lu son livre, c'est qu'il est passionné de liberté. Et c'est ce que j'ai voulu aborder avec lui. J'ai voulu aborder ce sujet de la liberté, comment il voit les choses. Donc, il m'a accordé cet entretien. Ça se passe à Station F. C'est un lieu emblématique. C'est, il m'a dit, le plus gros incubateur de start-up d'Europe. Donc, on s'est rencontrés dans cet univers-là. J'ai trouvé ça passionnant. J'espère que ça vous passionnera autant que moi. Et je vous laisse avec cette interview. Je vous retrouve juste après. Alors salut à tous, comme je vous disais dans l'introduction, aujourd'hui je reçois, ou peut-être je suis même reçu à Paris par un invité de marque, par Gabriel Jarosson, que j'avais très envie d'interviewer. Donc déjà merci Gabriel de m'avoir reçu. Et puis si tu peux, je t'ai déjà présenté un petit peu en intro, mais si tu peux te présenter à nos auditeurs d'aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. Alors je te reçois à Paris, on est à Station F, lieu emblématique des startups, il faut le préciser. J'aime beaucoup effectivement faire mes rendez-vous ici parce que c'est un cadre sympa. Pour me présenter en quelques mots, et tu l'as déjà fait, moi j'aide les particuliers et les business angels à investir dans des startups exceptionnelles en France et dans la Silicon Valley. Cette aide, elle se manifeste au sein d'un club qui est mon business et mon activité. Et dans ce club, je propose des deals de startups dans lesquels j'investis mon propre argent perso et je propose aux gens qui le souhaitent d'investir avec moi. Ça fait 2 ans et demi que je fais ça, ça s'appelle bien sûr Léonis Investissement. Impeccable. Alors moi, je t'ai découvert par l'intermédiaire de ton livre, en fait, seulement que j'ai trouvé sur Amazon. Je ne savais pas qui tu étais. Et c'est le côté secret d'investisseur, moi, qui m'a plu, en tout cas, quand j'ai vu ton bouquin. Et après, je t'ai découvert sur YouTube et j'ai pu voir que tu avais eu un parcours vraiment très intéressant puisque tu es parti de rien et tu t'es mis le défi de faire une vidéo par jour pendant 1 an. Donc j'ai vu ta conférence TEDx où tu disais qu'à un moment ça avait été difficile. Et j'aurais bien aimé que tu nous en parles juste un petit peu plus puisque moi dans mon podcast, j'essaye d'aider les gens à avoir un petit peu ce déclic pour changer de vie. Et quand j'ai vu ta conférence, j'ai senti qu'il y avait eu peut-être à ce moment-là un déclic en tout cas ou d'arrêter ou de continuer. Ouais, alors c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, la façon dont tu viens de le présenter, la façon dont tu le racontes, beaucoup de gens croient que peut-être le début de l'aventure, c'est le début de ce business-là qui est mon club d'investissement, qui est ma chaîne YouTube.
Effectivement, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je me suis fixé le défi fou de faire une vidéo par jour pendant un an que j'ai tenu à 5 jours près. J'ai fait 360 vidéos sur un an. Et d'ailleurs, ça m'a tellement plu que j'ai décidé de le refaire pour une deuxième année. Et que j'ai tenu aussi. Alors la deuxième année, j'ai fait... Il y a plus que 5 jours, hein, il y a peut-être plutôt 20 ou 30 jours que j'ai en tout dans toute l'année, mais quand même quasiment tenu. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pour réussir, pour y arriver, il fallait persévérer. Il fallait vraiment de la motivation, il fallait comme je dis, put your head down and work. Hein, donc vraiment, tu lèves pas la tête de l'eau et tu dis, je le fais à fond. Et pour autant, tu vois, quand tu le présentes, tu dis, bah, t'as commencé, t'es parti de rien. Je suis effectivement parti de rien, mais cette histoire n'est pas le début. Moi, en fait, les 5 ou 6 années qui ont précédé ça, j'étais déjà entrepreneur, j'ai déjà monté d'autres business et j'ai déjà beaucoup échoué. Et donc, effectivement, voilà, enfin, on voit souvent des gens réussir et on a l'impression qu'ils réussissent de nulle part. Je ne considère pas d'ailleurs encore avoir réussi, je considère que je suis en chemin et que bientôt je serai arrivé à un endroit où je réussis, mais on a beaucoup l'impression qu'il y a des réussites qui sortent de nulle part et que du jour au lendemain ma chaîne YouTube a explosé. Voilà. Et voilà, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait sur YouTube, j'aurais pas pu avoir cette résilience, cette motivation si avant j'avais pas eu toutes mes autres expériences entrepreneuriales, tous mes business, toutes mes muses et aussi beaucoup de business que j'ai plantés, que j'ai ratés. J'ai connu énormément d'échecs. D'ailleurs, je le mentionne dans la fameuse vidéo dont tu parles, qui est la conférence TEDx où je raconte un petit peu mon histoire. À la fin de la vidéo, je raconte en disant ça c'est pas tout, il y a tout ce qui s'est passé avant. Donc voilà, je pense que c'est aussi ce que j'ai fait avant qui m'a permis d'en arriver là et que si ça avait été ma toute première expérience, j'aurais pas fait les choses de la même façon, j'aurais probablement pas eu cette même résilience et volonté de persévérer. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il n'y a pas eu un déclic parce qu'en fait en moi, dès le début, je savais que j'irais au bout du truc. Et ça, encore une fois, c'est la même chose. C'est parce que j'avais eu ces expériences avant, je savais que l'échec... Alors déjà, quand tu échoues, c'est très douloureux. Ça fait mal, c'est perso, c'est au fond de toi, tu dis... et bien sûr, quand on est entrepreneur, sa boîte, on l'associe à nous-mêmes. Donc quand tu échoues, tu dis j'ai raté, ça veut dire que je suis nul, je suis une merde. Si j'étais fort, j'aurais réussi, tu vois. Donc c'est hyper douloureux et donc tu réfléchis à je veux plus échouer, comment je fais pour tirer les leçons de mes échecs. Et donc, voilà, à aucun moment je me suis dit, arrêter est une possibilité. Et donc le déclic, je pense que je l'avais eu avant. Et donc je me suis dit, je vais faire ça jusqu'à ce que ça fonctionne. Alors, évidemment, si au bout de 2 ans ou même à la fin de ma première année, je m'étais fixé ce défi d'1 an, c'était aussi pour voir si au bout d'1 an, ça marchait pas, là je me serais arrêté. Mais effectivement, dans les moments difficiles de la première année, et c'est ça auquel tu fais référence, dans ces moments-là, je me suis dit je continue. Je me suis fixé 1 an, donc tu vois, c'est mettre même bêtement quoi. C'est même pas la peine de réfléchir, c'est même pas la peine d'utiliser mon cerveau. Là, je dois utiliser ma bouche pour faire mes vidéos et point barre. Et on verra dans 1 an. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Cette faculté de persévérer et de ne pas abandonner. Alors moi qui suis j'ai presque toujours été entrepreneur puisque j'ai été salarié 7 mois dans ma vie. Alors dans des business totalement différents du tien, puisque moi je viens d'un milieu qui n'est pas du tout la start-up, qui est une bonne vieille boîte en dur, comme il en existe depuis la nuit des temps. Et c'est aussi des choses différentes, mais dans ces métiers-là aussi on apprend vraiment ce que c'est que la persévérance, puisque souvent les marges sont faibles, c'est d'autres choses. Et ouais, ça apprend à pas lâcher parce que quand on est un entrepreneur, ben voilà. Et alors, tu as tout à fait raison. Et pour rebondir juste sur ce que tu dis l'espace d'un instant, moi personnellement, je considère, puisque tu emploies vraiment le mot de dire la persévérance, personnellement, je considère que la persévérance est le seul facteur de réussite. C'est-à-dire, et j'en suis un bel exemple, j'ai monté 10 boîtes, j'ai échoué les 10 premières boîtes, j'ai monté la 11e et la 11e est en train de très bien fonctionner. Et donc je pense, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent entreprendre et qui se disent « Ah oui, mais si j'échoue ?» Le seul critère pour moi de réussite, c'est de persévérer. Et je connais personne qui a entrepris toute sa vie et qui a planté les 10 premières et qui a créé la 11e. Alors je te dis 10, ça peut être juste planter les 2 premières ou même la première. Et remonter sur le cheval, hein, comme on dit, et réentrepris. Je connais personne qui, au final, in fine, n'a pas réussi. Donc je pense que la persévérance, c'est la clé du succès en fait. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi et on le voit dans l'investissement immobilier, puisque une grosse partie des gens qui me suivent sur ce podcast sont des investisseurs, que c'est un domaine aussi où il ne faut jamais lâcher. Souvent, je croise des investisseurs en devenir, des gens qui ont envie de le faire, et qui ont peur du premier bien, parce qu'ils disaient si le locataire me dégrade le bien et s'il ne paye pas. Et ça arrive, et moi ça m'est arrivé dans mes premières années d'investissement, mais quand on continue et qu'on persévère, quand il y en a un qui ne paye pas et qu'on a 20 lots, c'est noyé dans la masse, c'est presque rien. Mais pour ça, il faut persévérer.
Et puis surtout, pour aller encore plus loin, là tu parles d'une situation où s'il y en a un qui paye pas sur 20, on se dit c'est génial, mais la personne qui nous écoute, qui veut commencer, elle se dit mais si j'en ai un et que un il paye pas, c'est 100%. Et c'est vraiment problématique. Et c'est pas grave, c'est parce que tu vas avoir un vrai problème et que tu vas peut-être échouer à ce moment-là, en disant bah, j'ai un gars et il paye pas, donc je suis en situation d'échec total, j'ai complètement raté. Mais c'est parce que tu vas persévérer, tu vas résoudre les problèmes et effectivement après tu en auras d'autres et c'est pour ça que finalement tu vas réussir. Donc si tu te lances pas, c'est la seule façon d'être sûr d'échouer, c'est de pas te lancer. Si tu te lances, tu peux échouer mais tu peux continuer et réussir. Exactement, et puis tu vois, ça me fait penser ce que tu dis à ce petit podcast. C'est que moi j'étais un gros consommateur de podcasts et je rêvais de lancer mon podcast, mais peut-être depuis 2-3 ans. Et là ce podcast il a quelques mois et il est en train de se créer une belle histoire autour de ce petit podcast, puisqu'on est presque à modestement mais 500 écoutes par épisode, ce qui n'est pas si mal. Et c'est dommage, ça aurait été dommage de ne pas le faire et ça a été tellement dommage de le repousser. Si j'avais attaqué il y a 3 ans, ce serait peut-être déjà un peu plus loin. C'est probablement parce que tu avais peur de l'échec. Exactement, et c'est aussi parce que j'avais peur de l'échec, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de plein de choses. Et au final, j'ai beaucoup plus reçu d'amour. Alors j'ai reçu quelques pouces négatifs quand même, hein, de haters, ça arrive, mais j'ai reçu beaucoup plus d'amour que de pouces rouges. Alors, je voulais qu'on parle pendant ce podcast d'un sujet qui m'est cher, puisque c'est le nom de ma chaîne, Une vie de liberté, qui est pour moi le plus beau mot du monde, comme je répète. Et en fait, ça m'est venu, ce thème avec toi, puisque dans ton livre, au travers de tous tes investissements et de tout ce que j'ai lu, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait ce goût pour la liberté, et je voulais te demander d'où était venu ce goût pour la liberté. Écoute, c'est une question très intéressante, je ne me la suis jamais posée, c'est-à-dire que je ne sais pas vraiment d'où me vient mon goût de la liberté. Je pense que pour beaucoup de gens, et en tout cas pour moi, ça m'est venu de mon éducation et de ma famille. J'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs, mais pour autant j'ai grandi dans une famille, il n'y a personne n'est entrepreneur dans ma famille, mais j'ai quand même grandi dans une famille où je pense qu'on pensait un peu différemment, hors des codes et hors des conventions. Et donc mon père notamment m'a toujours beaucoup poussé à être entrepreneur. Je pense que lui il n'était pas entrepreneur, peut-être qu'au fond de lui il l'a peut-être regretté ou il aurait eu envie de le faire. C'était pas la même époque, hein. C'est très facile d'être entrepreneur, enfin beaucoup plus facile en tout cas d'être entrepreneur aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Donc il m'a toujours poussé dans cette direction et en tout cas mes parents et mon cercle familial m'ont toujours poussé à simplement effectivement être libre et faire ce que je veux et ne avoir un regard en tout cas critique. Pas dans le sens de critiquer, mais dans le sens de critique où on peut remettre en question le statu quo, ce qui se passe, etc. Et donc on n'est pas obligé de faire les mêmes études que tout le monde, on n'est pas obligé d'être salarié comme tout le monde, et on peut vivre la vie qu'on veut. Je pense que dans un premier temps ça m'est venu de là. Et puis bien sûr, moi j'ai lu à 18 ans La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et donc quand tu lis ce bouquin à 18 ans, et que j'étais déjà entrepreneur, au moins par ma mentalité, et puis un petit peu par des petits business que j'essayais de faire, quand tu lis ce livre, ça te transforme complètement, et ça m'a vraiment transformé. Et donc depuis que j'ai 18 ans, j'ai eu finalement deux préoccupations. C'est me créer des business automatisés, ce que Tim Ferriss appelle les muses, pour justement avoir cette liberté déjà financière, et puis voyager. Je suis un grand passionné de voyage, je suis presque à 50 pays dans ma vie. 2019, j'ai visité 14 pays, certains que je connaissais déjà, certains des nouveaux. Donc c'est une liste qui grossit très très vite, et je voyage énormément, et pour moi c'est un des aspects de la liberté en ce qui me concerne. Chacun après a sa définition, mais pour moi c'est un des aspects très importants de la liberté. Ah, c'est excellent, tu vois, je ne savais pas que tu avais visité autant de pays, et ça me touche beaucoup parce que alors moi j'ai pas compté. Je suis beaucoup moins que ça, mais je pense que je suis autour de 20 pays, mais je compterai. Mais le voyage c'est aussi vraiment une de mes passions, et j'aime énormément ça. J'avais aussi donc une autre question qui est un petit peu reliée à la première. Est-ce que tu as réfléchi à ton pourquoi? Est-ce que tu l'as fait de manière consciente? C'est une question qui se rapproche un peu de la première, mais où est-ce que ça t'est venu c'est venu naturellement au fil du temps et de ton parcours? Alors c'est une très très bonne question, parce qu'effectivement la réponse c'est que ça m'est venu en fait au fil du temps. Quand j'ai commencé, tu vois, quand tu lis La semaine de 4 heures à 18 ans, tu penses pas à ton pourquoi, tu penses à je vais faire plein de fric, je vais m'éclater, je vais voyager, je vais pas travailler, toutes les nanas seront folles de moi parce que je serai millionnaire. Enfin tu vois, tu penses à des trucs de gosse parce que t'es un gosse. Donc j'ai pas du tout pensé à mon pourquoi tout de suite, et ça m'est venu beaucoup plus tard. Et
En fait, comme je te le disais en intro, j'ai monté beaucoup de business et il n'y a aucun de mes business qui était, qui était en rapport avec ma passion. Et notamment, j'ai monté un business de vin pendant 4 ans que j'ai créé, grossi et vendu. Mais en fait, le vin, j'aime bien le vin comme tout Français qui se respecte. J'aime bien le vin, mais c'est pas du tout ma passion. Et je pense que ça se ressentait dans mon business et donc dans mon pourquoi. Pendant très longtemps, mon pourquoi, c'était simplement d'être entrepreneur. Ce qui est déjà pas mal. Et je me définissais, moi, en tant qu'entrepreneur. Et paradoxalement, c'était hyper compliqué parce que comme toutes mes boîtes étaient des échecs, je me définissais en tant qu'entrepreneur, mais j'étais un entrepreneur raté. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, forcément, tu te dis, bah, moi-même, je suis un raté. Donc, j'étais pas, je pense, au clair et bien avec moi-même par rapport à ça. Et depuis que j'ai créé ce business Léonis Investissement et depuis que mon métier, c'est d'investir dans les startups, je me suis rendu compte que c'était ça ma vocation. Je pense que c'est presque pour ça que j'ai été mis sur cette terre, si on part un peu plus loin dans des considérations plus ésotériques, mais c'est vraiment ma vocation en tout cas. Je suis vraiment fait pour faire ça parce que ça me passionne, vraiment ça me passionne et ça m'éclate. Il se trouve que visiblement je suis plutôt bon. Et donc si tu as un truc qui te passionne et que tu es bon et que tu arrives à gagner ta vie avec ça, il ne faut pas vraiment chercher plus loin. Au-delà de ça, en vieillissant et en mûrissant, je ne suis pas très vieux, mais en vieillissant et en mûrissant, j'ai plus de 18 ans, effectivement j'ai commencé à réfléchir plus sur mon pourquoi et à faire plus de développement personnel. Et donc je pense qu'au-delà de ça, aujourd'hui j'ai vraiment envie d'avoir un travail au service de ma vie. Ça rejoint tout à fait la notion de liberté et pas une vie au service de mon travail. Et je pense qu'on est tous de passage sur ce petit caillou qui est la Terre et que malheureusement ça peut s'arrêter à n'importe quel moment pour n'importe qui, y compris pour nous qui sommes jeunes et en bonne santé et pour tous les autres. Et malheureusement aussi, on a tous des exemples, on connaît des gens pour qui ça s'est arrêté trop tôt et de façon... Voilà. Donc j'aime beaucoup ce que disait Steve Jobs. Chaque matin quand je me lève, je me regarde dans la glace et je me dis si aujourd'hui c'était ma dernière journée sur Terre, qu'est-ce que j'aurais envie de faire et est-ce que je serais fier ? Donc je vais pas aussi loin, je peux pas dire que tous les jours sont parfaits et tous les jours je suis fier de ce que je fais, mais j'essaye vraiment de profiter de l'instant présent et de me dire que je fais des choses qui me plaisent et d'être dans le présent, pas que dans la projection. Hein. Quand on est entrepreneur, on pense beaucoup à l'avenir et c'est normal. Donc j'essaye aussi de me ramener dans le présent et je pense que c'est en partie mon pourquoi. C'est aussi vivre une vie pleine et satisfaisante au quotidien. Et ne pas du tout faire que bosser, mais prendre du temps pour voyager, pour ma famille, pour faire des choses qui me plaisent, pour lire. On est tous les deux des très très grands fans de lecture. Pour prendre du temps pour soi et vivre et prendre le temps juste de respirer, tu vois, de respirer une seconde, de méditer. Je fais de la méditation et d'ouvrir les yeux et de se dire bon bah voilà, je suis vivant aujourd'hui, j'ai de la chance et je pense que ça fait aussi partie de mon pourquoi aujourd'hui. Tu vois, c'est marrant que tu me parles de ça et je pensais pas qu'on avait ce point commun non plus de la méditation. Puisque les gens qui écoutent le podcast le savent, mais je médite quotidiennement depuis maintenant 1 an et 3 mois et ça m'apporte énormément. C'est vrai que pour moi, une journée où j'ai pas médité le matin n'est pas aussi productive qu'une journée où j'ai médité. Et ça, je sais pas si tu le fais, mais moi, après ma méditation, je pose des intentions pour ma journée. Et souvent, quand j'ai posé mes intentions, tu vois, si mettons je vais avoir un rendez-vous je sais va être stressant ou compliqué, je pose une intention là-dessus et je sais que quand arrive le stress, comme je l'ai déjà prévu dans mon intention du matin après la méditation, ça coule beaucoup plus, je suis beaucoup plus zen. Des choses qui sont vraiment, je trouve, intéressantes à mettre dans sa vie et qui sont tellement différentes. Alors je ne sais pas si c'est nous, notre génération, qui sommes un peu des nouveaux entrepreneurs ou qui ont une nouvelle façon de penser. Je pense que c'est forcément ça. Mais par rapport à je vois ma vie d'avant, où j'avais un travail, où j'avais créé mon propre boulot, j'étais patron mais de ma propre boîte. Enfin, comment dire, j'avais ce que j'ai dit, j'ai souvent passé 10 ans de ma vie à construire une prison et 3 ans à essayer de m'en échapper. Mais quand on crée son propre job, où on a des salariés dans un business classique, c'est souvent vraiment très compliqué et c'est des moments où on n'est vraiment pas libre, quoi. C'est important effectivement de créer un business au service de sa vie et pas une vie au service de son business. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce qu'on appelle la rat race et il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la rat race. Donc effectivement, alors moi je médite pas le matin, je médite le midi. Et le matin ça me plaît moins parce que je suis pas trop... En fait soit je le fais avant mon café et dans ce cas là je suis un peu encore la tête embrumée. Soit je le fais après mon café mais là du coup je suis trop speed pour méditer. Donc je le fais le midi et ça me sert vachement à justement faire retomber le stress de la journée. C'est-à-dire que ça coupe ma journée en deux. Le matin je peux avoir le stress qui va monter, les précipitations, il faut que je fasse ceci, cela, les mails, les rendez-vous, les machins et tout. Et puis à midi
tout d'un coup je respire, je fais cette méditation et du coup effectivement l'après-midi est beaucoup plus sereine, enfin et le matin voilà, ça coupe ma journée en deux. Ouais. Et alors par ailleurs, bonus, j'avais beaucoup de mal à m'endormir parce que le soir quand je me mettais dans mon lit et que j'éteignais la lumière, j'avais le cerveau qui partait dans tous les sens de le business, le machin, le truc, et je passais des heures et des heures et des heures à tourner mon business. J'ai eu de très très bonnes idées le soir dans mon lit, mais maintenant je refais un petit coup de méditation en m'endormant et je m'endors comme un bébé, donc ça m'a vachement aidé. Et comme tu dis, ça aide à canaliser parce que moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que je me souviens quand j'ai voulu quitter la rat race et changer de vie, c'était pour moins bosser. Et en fait, quand on est entrepreneur, c'est dans le sang, c'est comme ça. Et même si on n'a plus le même business et qu'on fait d'autres choses, en fait, le cerveau s'arrête jamais. Et pour moi, il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de lundi. On peut penser au business tout le temps. Donc la méditation, ça aide aussi à se canaliser. Alors, j'avais une question à te poser, que j'avais notée aussi. C'est une question que j'aime bien, un peu plus poétique, mais quel a été le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre ? Ouais, alors c'est une question, je précise que je la connaissais pas en venant ce matin, et puis tu me l'as dite juste avant, il y a un quart d'heure avant qu'on commence, et c'est une question que j'aime beaucoup, et donc j'ai commencé à réfléchir à la réponse. Elle est très intéressante. Il y a 2 moments dans ma vie qui me viennent en tête. En fait, si je réfléchis, la vraie réponse, c'est que c'est maintenant. C'est depuis 2 ans que je fais ce business-là et que je voyage énormément. Forcément, quand tu voyages dans 14 pays par an, en 2019, 2018 c'était 12 pays par an, tu as forcément un sentiment de liberté extrême parce que tu es toujours par Mont et par Vaux, toujours entre 2 avions, et tu découvres des endroits extraordinaires. Et voyager, moi je suis très curieux, j'aime juste découvrir des cultures, des gens, des paysages, des trucs et des machins. Et voilà, quand tu fais autant de pays, tu découvres énormément de choses. Et donc tu as un sentiment de liberté forcément qui est absolument énorme. Surtout que, d'autant plus que c'est quand même plutôt plus que la moyenne. Et donc effectivement, quand dans mon entourage tu dis que tu voyages autant, effectivement ça inspire un côté liberté pour les gens qui se disent j'aimerais bien voyager autant. Donc le fait de voyager autant, de continuer à le faire, que ce soit un choix, et que j'adore ça, et que je me dis puisque j'adore ça, je continue à le faire, et je continue à le faire beaucoup. Tu vois, il y a 12 mois dans l'année, donc 14 fois dans l'année, c'est tous les mois je suis en voyage. Ça c'est vraiment quelque chose de libre, enfin c'est quelque chose qui participe de mon sentiment de liberté. Et puis par ailleurs, comme je te le disais, j'organise mes journées comme je suis mon propre patron, j'ai ma boîte qui se développe très très vite et qui me plaît énormément, j'adore ce que je fais, j'ai la liberté de choisir ce sur quoi je passe du temps. Et on parlait à l'instant des grosses journées, de bosser beaucoup. Moi je bosse pas tant que ça, je peux pas dire que je bosse peu, pour faire ce que je fais il faut bosser beaucoup, mais je bosse pas tant que ça, d'une certaine façon. Je m'arrête le soir vers 20h et après je remets pas le nez dans mon ordi. En général je m'arrête tout le week-end et je mets pas le nez dans mon ordi non plus. Et donc j'arrive à avoir un équilibre de vie, et c'est une forme de liberté. Et si je veux décider de lire 52 livres dans l'année et d'y consacrer 1 heure par jour sur mes heures de boulot, ce qui est le défi que je me suis fixé en 2020 et que je fais, j'ai la liberté de faire ça. C'est une liberté que peu de gens ont. Ça c'est la première réponse. Et puis pour la petite histoire, je suis parti quand j'ai vendu ma boîte de vin, c'était en 2015, donc j'avais 25 ans, et du jour au lendemain j'ai pris un billet aller simple pour Shanghai pour 3 semaines plus tard. Donc un jour j'étais devant mon ordi, je dis voilà, dans 3 semaines je pars m'installer à Shanghai pour toujours. J'avais 3 semaines pour tout faire, pour trouver le visa, pour rendre mon appart, pour annoncer à mes parents, parce que je leur avais même pas dit. Donc je leur ai dit je viens bouffer à la maison, faut que je vous dise un truc, en fait, c'est quand même important. T'imagines leur tronche. Effectivement je suis parti, et du jour au lendemain je me suis retrouvé à l'autre bout du monde tout seul, je connaissais personne, je savais pas ce que j'étais venu faire là. J'étais venu juste changer d'air, changer de vie. Changer d'air, c'est un peu paradoxal parce qu'en Chine c'est dégueulasse, c'est pollué, mais j'étais venu juste changer de vie, et il n'y avait pas de... Tu vois, tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu as été faire en Chine ? Rien, j'ai été en Chine parce que je voulais être dans l'instant présent. Et donc c'était une forme de liberté extrême de dire je suis là pour vivre une expérience de vie, changer. Et j'étais pas très heureux dans ma position d'avant de ma boîte, et c'est pour ça que je l'ai vendue. Et donc j'avais besoin de respirer. Et c'était un sentiment de liberté assez extraordinaire. Par ailleurs, j'en ai profité pour voyager en Asie, ça te surprend pas maintenant que tu as compris ma philosophie, mais le fait même d'être là et de me lever le matin à l'autre bout du monde, dans une culture si différente, et de me dire je suis là parce que je l'ai choisi, rien ne m'oblige à rester, mais je reste, et j'ai rien de spécial à y faire, c'est un sentiment de liberté assez extraordinaire. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est fantastique. Moi j'ai toujours aimé le voyage, et donc cette année 2019 qui vient de passer, c'était ma première vraie année où j'ai quitté mon ancienne société et j'ai monté ma nouvelle boutique, mais où j'avais beaucoup plus de temps pour moi. Et tu vois, alors mon petit plaisir, ça a été de partir et faire mon stage de parapente, tu vois, pendant 1 semaine. J'ai toujours rêvé de faire du parapente, mais quand tu es prisonnier de la rat race et que tu as tes 5 semaines de congé imposés,
si tu veux pas passer à côté de tes enfants, puisque j'ai 2 enfants, et ben ma foi, tu mets ça de côté et on vit qu'une fois, et tu vois. Et donc cette année, j'ai fait mon stage de parapente, j'ai fait 6 vols libres tout seul dans le ciel, et ouais, c'est quelque chose d'incroyable, tu vois. J'en ai parlé 1 ou 2 fois dans ce podcast, et je conseille à tout le monde, voilà, quand on a des rêves, faut pas les reporter comme ça. T'en parlais très justement au début de ce podcast, que tout peut s'arrêter au détour de la rue un jour, et que voilà, il faut pas remettre ses rêves à plus tard, c'est trop dommage de passer à côté. Alors, j'ai une question qui est très intéressante aussi, puisque tu es quand même un entrepreneur vraiment confirmé. C'est un sujet qui revient sur ce podcast et sur lequel parfois on n'est pas d'accord avec certaines personnes qui m'écoutent, mais est-ce que pour toi la liberté, elle passe obligatoirement par l'entrepreneuriat ? Oui, alors c'est effectivement une très très grande question qui mériterait un podcast entier, mais instinctivement, là comme ça, quand j'ai pas préparé la question, instinctivement, je pense que, je suis tenté de dire oui, et pour autant, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Moi, je veux pas convaincre n'importe qui d'être entrepreneur. Il y a des gens qui sont simplement pas faits pour ça. Et donc effectivement, c'est probablement plus compliqué pour ces gens-là d'avoir une liberté, parce que quand on parle de liberté d'entrepreneuriat, on parle de liberté financière. Si tu veux être vraiment libre, il ne faut pas que tu sois enchaîné à la rat race et enchaîné à un boulot qui ne te plaît pas. Et en fait, qui te plaît pas. Après, la liberté, je pense que c'est aussi d'être très philosophiquement, d'être heureux de la situation dans laquelle on est. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont très heureux et très libres dans leur job. C'est-à-dire que tu vois, toi et moi, on est entrepreneurs, on est libre. Pour autant, on bosse du lundi au vendredi, de 8h à 19h, comme tout le monde, comme les gens qui sont dans la rat race. Donc on peut dire, t'es libre, mais t'as rien compris. Et à la limite, je préfère un gars qui est salarié, enfin un gars ou une nana, enfin une personne, pardon, qui est salarié, mais dans un job qui lui plaît vraiment, et qui a une vraie philosophie de vie, avec une hygiène de vie, en disant moi je pars de mon boulot à 17h30 pour aller chercher mes enfants, et je m'épanouis dans mon job et j'adore ce que je fais, pour rien au monde je voudrais quitter ce job, et ça me permet d'avoir un salaire qui nourrit ma famille, plutôt qu'effectivement un gars qui est entrepreneur et qui est dans sa prison et qui a aucune liberté. Voilà, évidemment. Exactement. Je pense entre autres à toi avant, et on peut vraiment poser légitimement la question, qui a le plus de liberté entre les deux, et probablement que c'est le salarié qui a plus de liberté. Donc voilà, maintenant que j'y ai réfléchi, maintenant que j'ai dit ça, donc ça passe pas nécessairement par l'entrepreneuriat, voilà, on va dire. C'est évidemment un catalyseur, un accélérateur, ça peut être un facilitateur. Si tu n'arrives à ne pas tomber dans le piège de justement bosser comme un dingue, et il y en a quand même vraiment beaucoup. Mais je pense qu'il y a d'autres formes de liberté, et notamment, tu sais, pareil, pardon, c'est presque philosophique, mais un prisonnier dans sa cellule, s'il est libre de ses pensées, il est libre dans sa tête, et s'il peut bouquiner et s'évader, voilà. Donc au-delà de ce qu'on fait de 9h à 18h tous les jours, il y a une certaine philosophie de vie. Je parle pas d'être en prison, mais si tu es salarié mais que dans ta tête tu es libre, que tu sais pourquoi tu fais ça, il y a aussi, tu peux dire ça me plaît pas trop et je fais ça, mais parce que j'ai une famille à nourrir et que j'ai envie d'offrir à mes enfants la liberté de faire des études. C'est une autre forme de liberté. Et je choisis. La liberté, c'est choisir ce qu'on veut faire. Donc si tu fais quelque chose et que tu as choisi de le faire en pleine conscience, et que voilà. Alors maintenant la question se pose des gens qui sont pas satisfaits et qui voudraient devenir entrepreneurs et qui n'osent pas franchir le pas. Et qui n'aiment pas ce qu'ils font et qui le font que pour l'argent. Ça, effectivement, c'est une situation pas bonne dans laquelle être. Donc si tu nous écoutes et que tu es dans cette situation, pose-toi des questions et regarde quels sont les leviers. Un levier peut-être plus simple et plus accessible pourrait être de changer de job. Et puis bien sûr, un levier pourrait être l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'est un facilitateur, mais que c'est pas l'unique réponse. C'est très intéressant, vraiment très intéressant. Et surtout, tu vois, je rebondis un petit peu sur l'entrepreneuriat, mais entreprendre dans quelque chose qu'on aime aussi, c'est vraiment essentiel. Tu en parlais tout à l'heure pour ta première boîte que tu avais montée sur le vin, ton site internet, ta marketplace sur le vin. Ben ouais, moi j'en suis un exemple aussi. Quand j'étais entrepreneur pendant 10 ans dans quelque chose que j'aimais pas forcément, en tout cas j'aimais mon job, mais c'était loin d'être une passion. Et aujourd'hui où je fais de l'immobilier qui me passionne tout le temps au quotidien, ben les journées passent pas de la même façon et je me sens beaucoup plus libre. Alors, on a interrompu le podcast 3 minutes parce qu'ils nous ont mis la Chatemi Cantare à fond. Je doute que ce soit ce que vous soyez venu écouter. Donc, on peut reprendre avec la question suivante. C'était, alors, une question intéressante, puisque la liberté est chère et on n'a pas envie de la perdre. Ma question, c'était quelles actions tu mets en place, ou tu es en train de mettre en place, ou tu as mis en place pour garantir cette liberté comme on est jeune et qu'on a de belles années devant nous. Voilà. Alors, il y a plusieurs réponses. La principale,
encore une fois, la liberté, déjà, repartons du point de départ, la liberté déjà c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que déjà quand tu es libre dans ta tête, tu garantis, enfin à moins que je change, tu vois, et que je dise en fait mon rêve c'est le salariat, parce que je pense pas que ça va être le cas. Donc quand tu as acquis cet état d'esprit, je pense que ça reste probablement à vie. Ensuite, on en parlait à l'instant, la liberté c'est en partie la liberté financière. Il n'y a pas que ça, mais évidemment c'est quand même un point très très important. Si tu as de quoi vivre tous les mois, de base, tu es quand même beaucoup plus libre pour faire quasiment ce que tu veux. Donc moi, comme je te le disais en introduction, depuis que j'ai 18 ans, je travaille et je réfléchis à mettre en place des muses, des business automatisés. Et alors chacun a sa définition de business automatisé, mais un vrai business automatisé, c'est une définition qui tourne sur internet et qui est connue. L'idée c'est de dire même si tu es mort, et ta famille, tes enfants, ils continueront à toucher l'argent. Et il y a beaucoup de gens qui disent j'ai un business automatisé qui n'est pas si automatisé que ça, pas tout à fait automatisé. Et donc si finalement tu es mort, ou en tout cas si tu t'en occupes plus du tout, il y aurait forcément des revenus qui déclineraient. Et donc j'ai aujourd'hui des business qui sont 100% automatisés, des muses parfaitement automatisées qui, même si je suis mort, voilà, pour être très concret, continueront à rapporter de l'argent à ma famille ou à ceux qui seront là pour collecter les chèques. Donc ça c'est pour moi une vraie façon de garantir ma liberté, puisque aujourd'hui j'ai absolument pas besoin de travailler. Et si j'arrête tout et que je vais élever des cochons dans le Larzac, j'ai encore de quoi vivre, de quoi subvenir à mes besoins, et pas du tout de quoi gagner autant d'argent que ce que je gagne aujourd'hui. Mais encore une fois, la liberté, il suffit d'avoir 1000 et quelques euros par mois et tu peux vivre, pas avec un appart dans Paris, mais dans le Larzac, c'est très possible, ou ailleurs dans le monde. Donc voilà, dans le cas, si tu veux, le plus, si tu prends le worst case scénario, voilà, j'ai toujours ça. Et puis, ça c'est le premier élément de réponse, et c'est vraiment la réponse un peu de base structurellement. Voilà, c'est organisé pour que je puisse, voilà. Et puis le deuxième niveau de réponse, c'est que je travaille à construire des actifs qui sont mon club, qui sont ma chaîne YouTube, qui sont mon club d'investisseurs et ma réputation en tant qu'investisseur. Et ça, c'est des actifs qui sont là. Sur lesquels, si tu veux, aujourd'hui, si je m'arrêtais de faire des vidéos, que je m'arrêtais de recruter des nouveaux gens dans mon club, il suffirait que je continue à faire quelques investissements par an, ce qui me demanderait, tu vois, je sais pas, peut-être 5 heures, 10 heures de boulot par mois, ce qui est quasiment rien, et ça continuerait d'avancer. Tout le travail que je fais en plus, c'est du travail pour augmenter, pour aller plus vite, etc. Donc, en ayant construit ces actifs, qui sont pour moi, me concernant, ma réputation d'investisseur et ma chaîne YouTube, qui peuvent être différentes pour d'autres personnes, et ça me garantit une certaine forme de liberté, parce que si demain je me retrouve à la rue, il y aura plein de gens qui seront intéressés de bosser avec moi, d'investir avec moi, etc. Et si demain j'arrête de faire des vidéos YouTube et que j'arrête complètement là-dessus, que j'arrête de bosser, il y aura encore des gens qui verront mes vidéos, qui voudront rejoindre mon club, etc. Donc, et on en revient à la muse, finalement. La muse, c'est un peu la même chose. C'est construire des actifs, des choses qui travaillent pour toi, pendant que toi tu ne fais rien. Et c'est très dans la tendance des startups d'aujourd'hui et de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. C'est notamment rendu possible, pas que, mais entre autres par Internet. Voilà, j'ai toujours réfléchi à construire des choses qui pouvaient être automatisées, automatisables, et qui pouvaient travailler pour moi pendant que je dors, pendant que je suis à l'autre bout de la planète, et surtout, la plupart du temps, pendant que je suis là, mais occupé à faire autre chose. Ouais, c'est passionnant. Tu es un exemple vivant de la semaine de 4 heures intégrée et digérée et implémentée, puis mise en place. Donc c'est vraiment, vraiment passionnant. Moi, c'est un domaine qui m'avait plu. Ces muses qui m'avaient toujours intéressé, mais étant tellement loin de ça dans mon ancien job, c'est quelque chose que j'ai jamais fait à titre perso. Et aujourd'hui, on a écrit un livre, nous, il y a 1 mois. Et c'est rigolo de voir que merci. C'est en quelque sorte une petite sorte de muse, puisque les ventes sont régulières et c'est vraiment très sympa de voir que le livre, ça prend un temps pour l'écrire une fois, mais si le contenu est de qualité et que le bouche à oreille fonctionne et puis qu'on en fait un petit peu la promotion, c'est des revenus qui sont aussi réguliers et c'est quelque chose qui est assez sympa. Alors je voulais te poser une question qui est un petit peu plus vraiment investissement, puisque moi je suis un lazy investor convaincu et j'aime beaucoup cette approche-là. Je voulais avoir un petit peu ton approche là-dessus et aussi puisque tu investis dans les startups, quelle est pour toi la répartition sur un patrimoine ou sur des rentrées d'argent qu'on doit considérer à l'investissement en startup et sur un patrimoine en pourcentage annuel par exemple, qu'est-ce que tu attends d'investissement en startup
en pourcentage pour faire un petit gros hack de son patrimoine? Carrément. Alors, beaucoup de choses dans cette question et donc je vais essayer, j'ai pas mal de réponses à t'apporter. Premièrement, moi je suis aussi un vrai croyant au lazy investing et notamment il y a énormément de gens en France qui s'intéressent à des sujets qui sont pas lazy investing. Bien sûr l'immobilier, ça t'en es conscient, ça intéresse énormément de monde. Enfin, je pense qu'il n'y a pas une personne que tu croises qui s'intéresse quand des gens qui font de l'investissement ne s'intéressent pas à l'immobilier. Et l'immobilier c'est bien, j'en fais. Mais c'est pas du lazy investing. Et donc j'aime moins que d'autres investissements qui sont parfaitement lazy. Et puis il y a d'autres types d'investissements qui fascinent beaucoup de gens sur Internet. Et moi je me suis déjà exprimé vocalement dessus, du fait que j'étais plutôt contre. Notamment je pense au trading. Le trading ça fascine tout le monde parce que tu dis tu cliques et boum tu gagnes de l'argent. C'est assez fascinant effectivement. Mais c'est pas lazy. C'est ce que je ne cesse de répéter. Et donc, c'est presque comme être salarié, puisque si tu n'es pas devant ton ordi, tu ne gagnes pas d'argent. Et donc, si tu n'es pas au boulot, tu ne gagnes pas d'argent. Et sauf qu'en plus, quand tu es salarié, tu es quand même sûr d'avoir ton salaire à la fin du mois, si tu te pointes et que tu fais pas trop du mauvais boulot. Alors que le trading, c'est quand même une chance sur deux. Et il ne faut pas oublier que quand les marchés, dans l'ensemble, montent, les traders gagnent plus tôt. Et c'est, je pense pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup de traders parce qu'on est dans une phase, un cycle de marché où le marché a beaucoup monté ces dernières années et donc il y a beaucoup de traders qui gagnent. Mais il ne faut pas oublier que quand les marchés baissent, dans l'ensemble, les traders perdent. Donc le trading, c'est quand même un peu du hasard. Ce qui n'est pas le cas avec de l'investing. Alors, les choses qui sont parfaitement lazy investing et qui me passionnent, c'est les marchés financiers et les entreprises. Et donc, il y a la bourse. La bourse, tu achètes une ou des actions et tu ne fais rien. Tu n'as rien besoin de faire. Et il y a bien sûr la question de choisir quelles actions tu vas acheter, mais tu peux à nouveau résoudre ça en prenant des trackers, des indices, et donc tu ne choisis même plus. Tu dis j'investis dans les marchés financiers, point, dans la bourse. Donc ça j'adore, je le fais, c'est complètement passif. Et tu as des gens qui gèrent des fortunes en centaines de milliers d'euros, en millions, et même en bien sûr dizaines, centaines de millions d'euros, en 10 minutes par an. Donc c'est juste génial quoi. Et c'est pas parce que tu y passes moins de temps que ça gagne moins. Tu peux gagner autant que les autres. La bourse, historiquement, ça gagne 7-8% par an. C'est pas fiable, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre ça varie, mais si on lisse dans l'ensemble, c'est 7-8% par an. Et que tu y passes 4 heures par jour ou 10 minutes par an, ça va te rapporter à peu près pareil. Donc ça me fascine. Et puis l'autre investissement passif qui me fascine, c'est évidemment l'investissement dans les startups. Et donc je vais bien sûr répondre à la deuxième partie de ta question. Alors, il se trouve que moi, à titre personnel, quand j'investis dans une startup, c'est pas tout à fait passif parce que comme je représente un club d'investisseurs et que j'ai beaucoup entrepris, etc., j'essaie de les aider. En général, je suis au board et je passe du temps avec eux pour les aider à avancer plus vite, etc. Mais pour les gens qui investissent avec moi dans mon club et pour d'autres gens qui sont business angels de leur côté, c'est la même chose. Tu investis dans une startup, tu détiens des actions de la startup et tu n'as absolument rien à faire. Et la startup grossit sans que tu ne fasses rien et tu peux potentiellement gagner de l'argent. Donc c'est complètement passif et c'est ça qui m'intéresse parce que bien sûr la chose la plus précieuse que nous ayons en notre possession, c'est pas notre argent, c'est notre temps. C'est une banalité mais c'est important de le rappeler, l'argent dépensé on peut le regagner, le temps dépensé on peut pas le regagner et on ne sait pas combien de temps nous aurons alors que l'argent on sait combien on peut en gagner, on peut en gagner toujours plus. Il est illimité, hein, tu peux gagner de l'argent de façon illimitée mais ton temps lui est limité. Alors maintenant, ok, imaginons que tu t'intéresses aux startups et que tu te poses ce genre de questions. Combien tu peux y allouer pour un portefeuille et quel pourcentage? Alors je vais te répondre à la question du pourcentage annuel qu'on peut attendre parce que c'est une question qu'on me pose tous les jours parce que je suis au contact tous les jours de gens qui veulent investir et donc tous les jours on me dit ok, combien de pourcents? Et alors la réponse c'est qu'on ne peut pas mesurer comme ça puisqu'en fait le temps moyen de sortie dans une startup c'est entre 5 à 7 ans. C'est une moyenne mesurée, comme toute moyenne ça veut tout et rien dire. Moi j'ai fait mon exit le plus rapide 3 mois après investi. Mais il y a des boîtes dont je suis actionnaire depuis plus de 7 ans et dont je ne suis pas encore sorti. Donc ce sera plus ou moins long. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas prédire. Au moment où tu rentres, tu ne peux pas te dire dans 5 à 7 ans, j'ai mon argent. Tu auras peut-être ton argent dans 1 an, mais tu auras peut-être ton argent dans 10 ans, dans 15 ans. Tu ne peux pas savoir. Donc déjà, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que ce soit de l'argent que tu investisses dans les startups dont tu n'as pas besoin dans l'immédiat et même dont tu n'as pas besoin à long terme. C'est-à-dire que si tu dis, moi je vais me marier dans 5 ans et j'ai besoin de cet argent-là, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas avoir la garantie que dans 5 ans, tu auras récupéré ton argent. Donc, ça veut dire que c'est probablement une petite partie de ton épargne parce que c'est de l'argent auquel potentiellement tu dis au revoir et que tu ne reverras peut-être jamais. Et puis, il ne faut pas oublier, bien sûr, que les startups, ça peut être très rentable et rapporter beaucoup. Mais il y a bien sûr le cas de figure, la possibilité où la startup se plante et ton argent va à zéro. C'est pas comme en bourse. En bourse aussi, si les boîtes se plantent, tu vas à zéro, mais en bourse, tu as rarement des boîtes en bourse qui vont à zéro. En général, l'action va baisser et tu récupères peut-être la moitié de ton argent ou un quart de ton argent, ce qui n'est pas souhaitable, mais c'est mieux que zéro. La startup, en général, quand il y a des problèmes, ça va à zéro. Donc c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin, c'est de l'argent que tu acceptes de perdre
Et après, chacun fait sa définition de risque soi-même. Alors, ce que je peux te dire, c'est que je ne le conseille évidemment pas. Moi, quand j'ai commencé, j'ai investi 100% de mon argent dans les startups. Parce que j'étais jeune, parce que j'étais fou, parce que 100%, ça représentait pas beaucoup. Tu vois, si j'avais eu 1 million d'euros, j'aurais pas mis 100%. Mais comme quand j'ai vendu ma boîte, j'ai chopé quelques dizaines de milliers d'euros et je me suis dit, moi, je vais pas les mettre sur un livret A, ça me fait chier. Et donc, je me suis dit, je vais aller dans les startups parce que j'étais jeune, je voulais prendre des risques. Voilà. Mais il faut être conscient du risque que c'est. C'est un risque. Et évidemment, comme toujours en finance, plus on prend de risques et on accepte un risque, plus potentiellement on peut avoir de la rentabilité. Donc évidemment, je ne conseille pas de faire 100%. Chacun définit le curseur. Il y a des gens qui mettent 1%, des gens qui mettent 5, 10%. Tout est absolument possible. Encore une fois, tout dépend du risque que tu veux prendre et tout dépend de l'argent que tu es prêt à perdre. Je ne le répéterai jamais assez souvent. Je le dis sur ma chaîne YouTube très souvent, mais je le répète. De toute façon, on n'investit que l'argent qu'on est prêt à perdre. Voilà. Ouais, ça me paraît évident, mais c'est vraiment bien de le rappeler, surtout sur des investissements comme ça, puisque voilà, comme tu le disais, on accepte de prendre un risque. Plus le risque est grand, plus les récompenses potentielles sont élevées. Mais voilà, le risque est grand aussi. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de répondre à un point. Donc, sur les pourcentages, je t'ai dit qu'on ne peut pas mesurer ça en pourcentage, parce qu'en termes de durée, ça prend 5 à 7 ans. Maintenant, à quoi on peut s'attendre en termes de gains? On peut s'attendre à des multiples. On mesure ça, nous, pas en pourcent chez les business angels, mais en multiples. C'est-à-dire que ça commence à x2. Donc x2, c'est 100%. Ça prendra le temps que ça prendra, on ne sait pas. Ça peut être 6 mois, 1 an, ça peut être 10 ans. Et puis après, il n'y a pas de limite haute. C'est-à-dire que ça peut être x2, x3, x5, x10. Mais ça peut aussi être x100, x1000. C'est courant. Ça existe. Pour la petite histoire, il y a un business angel assez connu aux États-Unis qui s'appelle Jason Calacanis, qui avait investi $25 000 dans Uber au début. Donc il avait déjà un peu d'argent, 25 000 $, il les a mis sur Uber. Et quand Uber est rentré en bourse en 2019, l'année dernière, il est ressorti avec 120 millions de dollars. Donc 25 000 $ transformés en 120 millions. Donc je vous laisse faire le calcul sur le multiple de 25 000 à 125 millions ou 120 millions, mais c'est assez extraordinaire. Ouais, effectivement, dit comme ça fait plutôt rêver. C'est même, ça paraît vraiment assez incroyable. C'est fou, ouais, des montants pareils. Après, avec le recul, on peut se dire que c'était évident, quoi. Et... Oui, absolument. Il ne faut pas oublier qu'au moment où il l'a fait, au moment où il a mis son argent, il était OK de le perdre et de jamais le revoir. Et probablement tout le monde autour de lui a dit t'es fou, c'est quoi ce truc de taxi Voilà. Après coup, ça paraît évident. Et j'en ai fait l'expérience quand moi j'ai fait des exits et que j'ai gagné de l'argent. Tout le monde me dit ah ouais, je veux le faire. Puis quand je leur présente une autre startup, un autre projet, et ils ne savent pas s'ils vont gagner de l'argent ou pas, et je dis vas-y maintenant. Mets de l'argent là, maintenant, tout de suite, dans l'inconnu, c'est plus difficile. Donc il a quand même, il fallait oser le faire. Voilà. Exactement. Tu vois, ça me fait penser au podcast que j'ai enregistré la semaine dernière, le podcast de l'année dernière, qui était sur est-ce qu'on peut réussir en étant raisonnable, voilà, ou est-ce qu'il faut ne pas être raisonnable. Donc tu vois, un sujet hautement philosophique. Et donc du coup, mettre 25 000 $ pour le commun des mortels sur une boîte où on ne sait pas ce qu'elle va devenir, c'est pas raisonnable. Après, peut-être qu'il était beaucoup plus fortuné, que ça représentait il avait déjà de l'argent. Voilà, ça représente peut-être une petite partie. Mais quelque part, voilà, si on veut des résultats exceptionnels, il faut faire des choses qui sont forcément pas raisonnables. Alors, je voulais rebondir sur une autre question que je voulais te poser tout à l'heure. C'était, est-ce que tu as eu des dilemmes du type où tu peux gagner plus d'argent, mais tu vas sacrifier de la liberté? Et comment tu as réagi à ces dilemmes? Oui, absolument. J'ai eu ce genre de dilemme, effectivement. La première chose qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question, c'est la notion de coaching. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui gagnent leur vie en faisant du coaching. Donc YouTube, ça leur permet de se faire connaître, de trouver des clients, évidemment. Et ils vendent du coaching. Le coaching sur YouTube, quand tu as une grosse chaîne YouTube comme la mienne et que tu as une certaine posture d'autorité, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ils se disent bon bah voilà, ce gars a une super chaîne YouTube, il a écrit un bouquin et donc tu peux te permettre d'avoir des prix très élevés. Et donc je connais des gens qui vendent des coachings en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers d'euros. Et je me suis évidemment posé la question, d'une part, mais on a même essayé de me pousser à le faire. Je travaillais avec quelqu'un qui voulait me faire avancer dans mon business. Voilà, il voulait me faire gagner plus d'argent, c'est pour ça que je le faisais bosser. Comment tu peux m'aider à gagner plus, à avancer plus vite, etc. Et il a beaucoup insisté pour que je fasse du coaching. Et donc moi je lui répondais oui, mais moi je veux pas vendre mon temps. Dès que tu fais du coaching, tu vends ton temps. Et vendre son temps, pour moi c'est connoté, c'est équivalent au salariat. Et tout ce que je fais dans mon business aujourd'hui, je vends pas mon temps. Tout se démultiplie, tout est scalable.
ce qui est d'ailleurs ce que je recherche dans une startup dans laquelle j'investis, hein, évidemment. Et tout est scalable, tout est démultipliable. Et je veux pas que mon temps soit pris en one-to-one, mais que ce soit réplicable. Et d'ailleurs, tu vois, alors, ce qu'on est en train de faire là, c'est un très bon exemple. On fait un truc en one-to-one et c'est à l'infini. Et si quelqu'un m'avait appelé en me disant est-ce qu'on peut juste prendre 2 heures, toi et moi, pour discuter juste comme ça, et qu'il n'y avait pas d'enregistrement et qu'il n'y avait pas de scalabilité, j'aurais probablement dit j'ai pas le temps. Et c'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de organisation et de là où moi je veux mettre du temps, consacrer du temps, et les journées sont pas infinies et je suis assez occupé. Donc à ce moment-là, je me suis dit, et lui, sa réponse, quand je lui dis mais je veux pas vendre mon temps, il me disait oui, mais t'as qu'à le mettre très cher. Si tu fais un coaching à 10 000 euros, 20 000 euros, bon bah si tu passes une journée et que tu gagnes 20 000 euros, bah ça vaut le coup. Et effectivement, aujourd'hui, je précise, je gagne pas 20 000 euros la journée, loin de là. Et donc ça aurait été tentant. Donc c'était un dilemme de me dire à la fois je vais vendre mon temps, mais je vais le vendre très cher. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pas ? Et moi, j'ai résolu ce truc en allant vraiment full dans le scalable. C'est-à-dire que je ne fais pas de coaching, je ne veux pas en faire. Alors j'ai un mastermind, c'est différent. Donc un mastermind, c'est un groupe que j'ai créé et avec lequel on se réunit plusieurs fois par an pour s'aider les uns les autres à progresser. Et donc ça pourrait d'une certaine façon s'apparenter au coaching, mais il y a plusieurs grosses différences. Premièrement, c'est pas en one-to-one, c'est un groupe. Et puis, c'est pas moi qui les coach, c'est un groupe où on est tous ensemble à s'aider, à s'entraider et à se faire avancer et à s'aider à aller de l'avant, etc. Donc c'est finalement différent. Donc je ne fais pas de coaching, je l'ai résolu en allant dans le 100% scalable, et je pense que sur le long terme, et je le sais je le crois en tout cas parce que j'ai observé effectivement beaucoup de youtubeurs faire ça, sur le long terme, comme tu gagnes beaucoup d'argent avec le coaching, quand tu gagnes 20 000 euros la journée, tu vas te dire je vais en faire de plus en plus souvent, et donc tu finis par en faire quasiment tout le temps, et donc tu deviens un business de coaching, et donc tu deviens tu retournes dans ta prison, voilà, tu deviens salarié très bien payé, tu es dans une prison dorée, c'est-à-dire que, et on en a parlé tout à l'heure, ce qui compte c'est pas tant l'argent, c'est aussi la liberté. Et donc si c'est pour gagner 10 fois plus, mais ne plus avoir aucune liberté, je préfère encore gagner moins pour le moment, mettre en place des choses scalables, et il ne faut pas oublier qu'en mettant en place des choses scalables qui se démultiplient, à terme, tu peux potentiellement gagner autant et même gagner plus. Puisque, à nouveau, en faisant du coaching, il gagne énormément d'argent, des sommes parfois, quand je te dis 20 000 euros la journée, tu imagines sur l'année, c'est des sommes de dingue, et j'en connais personnellement des gens qui gagnent des millions et des millions. Mais il y a une limite. Il y a une limite, forcément, c'est leur temps. Alors que moi, dans ma vision, je peux aussi gagner des millions et des millions un jour, en construisant ce que je construis, mais sans avoir aucune limite, sans avoir aucune obligation, et en étant toujours libre de mon temps. Donc ça prend plus longtemps. C'est comme quand entre monter sa boîte et être freelance ou être consultant. Consultant, tu vas avoir l'argent qui tombe tout de suite, alors que monter ta boîte, ça prend plus longtemps. Mais la reward et le gain même financier pur, et puis bien sûr le gain de ta liberté, sur le long terme, à mon avis, peut être beaucoup plus intéressant. C'est très bien en tout cas de voir que tu sais où tu vas, et ça je trouve que c'est vraiment très important. Et pour tous les gens qui nous écoutent, d'avoir sa ligne de conduite et rester fidèle à ce qu'on s'est fixé, c'est très important pour ne pas se faire écarter de son but, parce que sur la route, comme tu dis, il y a les sirènes peuvent être parfois très tentantes, et quand on s'est fixé quelque chose, de ne pas s'en écarter, c'est vraiment pas plus mal. C'est pas toujours facile. Et c'est pas toujours facile, comme tu dis. Alors, je voulais aussi te poser une question que j'ai bien aimée dans ton livre. C'est que tu disais, si on ne veut pas perdre d'argent avec l'investissement en start-up, il faut se comporter comme si on n'avait pas d'argent. Et moi, c'est ce que j'ai fait au départ, parce qu'au départ, j'en avais pas. Et c'est ce qui se passe aussi dans l'immobilier, puisque je voulais en faire le parallèle avec l'immobilier, puisque en IMO, on emprunte 110% pour acheter des biens. Donc, on n'a pas d'argent, et on est poussé à se comporter comme si on n'avait pas d'argent. Et le plus dur, c'est de garder ça, garder ce cap, quand après, on commence à, des fois, faire un exit avec un investissement immobilier, mais qu'on le vend et qu'on récupère sa plus-value, plus son capital investi. Des fois, ça peut faire bizarre quand on n'en a pas eu d'en avoir et que ça ne brûle pas les doigts. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'était quelle est ta vision de la dette dans l'immobilier ? Alors, tu m'as dit que tu en faisais un petit peu. Par rapport à justement la liberté, puisque moi j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent et qui me disent si tu as des dettes, tu ne peux pas être libre. Alors il y a plusieurs choses dans ta question. Premièrement, en ce qui concerne investir comme si on n'avait pas d'argent, c'était effectivement mon cas. Et quand j'ai commencé, en fait, j'étais dans un club de business angel, et il y avait une population
assez âgés, très âgés même, hein, des retraités, on va pas se mentir, tous, qui étaient des gens qui avaient en général eu des belles carrières, notamment d'ingénieurs, parce que c'était le club de mon école d'ingé, et donc qui avaient pas mal d'argent. Et donc eux, ils investissaient un peu sans se soucier de perdre leur argent. C'était des tickets à 10 000 euros et c'était un peu tiens, prends 10 000 balles, va t'amuser, je m'en fous si tu les perds. Et moi, j'avais à peu près une fois 10 000 balles dans ma poche, et donc forcément, j'ai raisonné hyper différemment en me disant moi, si je les perds, je peux plus jouer, j'ai qu'une chance, j'ai qu'une cartouche. Et donc, je me suis dit, il faut que quand j'investis, il faut que j'ai une conviction extrêmement forte que cette boîte va fonctionner. Il faut que je sois vraiment persuadé, parce que si je me plante, c'est fini. Donc j'ai raisonné comme ça, et ça m'a beaucoup aidé, parce que il y a beaucoup de boîtes où tu te dis j'hésite, je suis pas sûr, peut-être que c'est pas mal, mais je sais pas trop, etc. Et ces boîtes-là, quand tu es dans cette position, finalement tu n'y investis pas. Et donc quelques années plus tard, quand j'ai lu le bouquin de Peter Thiel de Zero to One, j'ai retrouvé ce truc. Peter Thiel, c'est donc le fondateur de PayPal, et Zero to One, un très bon bouquin sur l'entrepreneuriat et l'investissement que je vous conseille. Et il explique, il dit, si vous êtes sûr à 99% d'investir dans la boîte et que c'est une bonne start-up, n'investissez pas. Parce qu'il faut être forcément à 100% et même à plus, à 200%. Et donc c'est cette philosophie-là que j'ai essayé de garder, et encore aujourd'hui c'est la philosophie que j'applique. C'est-à-dire qu'il y a des deals sur lesquels j'hésite et je me dis ça pourrait le faire, mais si j'ai pas une conviction extrêmement forte, je n'y vais pas. Et puis en plus, bien sûr, aujourd'hui j'ai la responsabilité des membres de mon club, 130 aujourd'hui et bientôt 500 personnes en 2020 avec moi qui investissent, donc je suis obligé, si tu veux, de réfléchir différemment. Concernant l'immobilier, je pense que c'est également un bon état d'esprit à avoir. Parce que pareil, on va faire une opération immobilière si on est sûr qu'elle est bonne. Et tu me posais, je crois que tu évoquais en disant, est-ce qu'après, une fois qu'on a gagné un peu d'argent, comment on fait pour garder cette mentalité ? Je pense que c'est important de garder ça à l'esprit. Je pense que c'est un travail à faire sur soi-même. De se dire, c'est pas parce que j'ai gagné de l'argent que l'argent ne vaut rien. L'argent, c'est important. Si je l'investis n'importe où, autant à la limite le donner à une association caritative qui, eux, pour le coup, ils savent quoi en faire. Ils ont des gens à nourrir et je sais pas quoi, des vaccins et tout ce que tu veux. Même si le vaccin, ça porte à débat. En France, pas trop, ça va. Aux États-Unis, plus. Mais en tout cas, il y a plein de trucs à faire avec de l'argent. Donc, si c'est pour le paumer bêtement, ça sert à rien. Donc, garder cette mentalité en faisant un vrai travail sur soi-même. Et je pense que quand nous, on est parti, et également toi qui nous écoutes, quand on est parti effectivement de zéro et d'un point de départ où on n'avait pas d'argent, même quand on en gagne plus tard, je pense que c'est quand même plus facile de garder ça en tête. C'est pas automatique, c'est pas évident, il faut faire un travail sur soi-même, mais c'est plus facile. Et pour ceux qui ont toujours eu de l'argent, peut-être c'est plus compliqué, il faut se mettre dans cet état d'esprit. Pour passer à la deuxième partie de ta question sur la dette, effectivement, on peut potentiellement considérer que quand on a de la dette, on n'est pas libre. Moi, personnellement, donc je fais de l'immobilier, on en a parlé, et en fait, j'ai de la dette, mais ma dette, elle correspond à la valeur du bien que j'ai acheté. Donc déjà, si vraiment il y a un problème et qu'il y a une guerre civile et que la banque dit je veux mon argent demain matin, tu peux toujours vendre le bien et rembourser. Et puis les paiements mensuels, c'est pas moi qui les paye, ce sont mes locataires. Donc la question, c'est quelle dette ? Il y a dette et dette. Si tu as de la dette et que toi tous les mois tu dois effectivement payer 500 euros, 1000 euros, 1500 euros par mois sur ta dette à la banque, et que donc tu es obligé par exemple de bosser et que tu peux pas quitter ton job parce que tu as de la dette, oui, ça t'empêche d'une certaine façon d'avoir de la liberté. Mais il y a aussi de la dette qui te change rien. Moi, ma dette, j'ai pas payé un centime pour cette dette, c'est mes locataires qui payent, qui remboursent la banque. Et si la banque veut tout son argent demain pour une raison X ou Y, ce qui a très peu de chances de se produire, mais s'il y avait un événement, je sais pas quoi, je peux toujours revendre le bien en question. J'ai la chance d'investir à Paris, c'est quand même un endroit où les biens perdent pas trop de valeur et au contraire en général ils en prennent. Donc j'ai toujours la possibilité de revendre. Donc personnellement, je pense pas que la dette, en tout cas la mienne, m'empêche d'être libre. Au contraire, parce que cette dette me permet bien sûr de faire ces acquisitions. Je pourrais pas les faire sur fonds propres, évidemment. Et quand la dette sera remboursée, ça fera du cash flow, ça fera des assets immobiliers, etc., etc. Donc ça participe à ma liberté. Après, encore une fois, il y a dette et dette. Oui, exactement. Il y a la dette qui t'enrichit et il y a la dette pour acheter des passifs qui t'appauvrissent dès que tu es sorti du garage pour une voiture ou des choses comme ça. Exactement. Et quand tu parlais tout à l'heure de faire attention à la façon dont on investit l'argent, moi j'ai souvent cette phrase en tête de respecter l'argent en fait. Je me rappelle, il suffit de ne pas remonter très loin, mais quand j'avais 17 ans, 18 ans, je faisais des petits boulots et j'emballais des fromages dans une fromagerie pour à l'époque 250 € par semaine. Donc quand on a gagné ça, aujourd'hui j'essaye à chaque fois que j'ai 1000 € à investir ou 1500 €, de ne pas considérer ça comme un sucre et vraiment de ne pas faire n'importe quoi. Ou comme tu disais, si c'est pour le cramer, autant le balancer dans une association, quoi.
Bon, mais écoute, on arrive au bout de mes questions et de tous les sujets que j'avais envie d'aborder avec toi. Moi, je voudrais te remercier de m'avoir accordé ce temps. Merci à toi. C'était vraiment un très très bon moment. Je voudrais te laisser le mot de la fin. Voilà. Écoute, merci à toi de m'avoir invité, c'était effectivement très intéressant et effectivement je pense qu'il y a plusieurs choses que je voudrais dire pour conclure. Premièrement, effectivement, respectons l'argent, je trouve que c'est une super bonne chose et tu vois, moi ça m'arrive maintenant quasiment quotidiennement de faire des investissements dans les boîtes. En ce moment on investit à peu près 300 000 euros, cette année ça dépassera les 500 000 et probablement 1 million d'euros. Donc quand tu es sur ta banque et que tu fais un virement de 300 000 euros, ça fait un peu bizarre et je vais te dire, on finit par s'habituer et pour autant à chaque fois, je prends un instant, tu vois, vraiment tout seul devant mon ordi, pour effectivement me dire, voilà, t'as une chance inouïe d'avoir réussi à faire ça. C'est pas mon argent, mais t'as une chance inouïe d'avoir réussi à organiser ce club, t'as une chance inouïe d'avoir réussi à récolter autant d'argent. Et ce que t'es en train de faire là, au moment où tu fais le virement, je me parle à moi-même, c'est pas trivial, c'est pas n'importe quoi, c'est un big deal, c'est beaucoup d'argent. Et voilà, donc je me le répète. Et quand on est investisseur, on peut être amené à manipuler des grosses sommes, ce qui est une bonne chose, mais il faut respecter l'argent. Ça, je pense que c'est une très très bonne chose. Et puis, pour conclure, puisque ton podcast parle de liberté, je dirais soyez libre et lancez-vous. Et lancez-vous, ça ne veut pas forcément dire lancez-vous dans l'entrepreneuriat, ça peut, mais déjà lancez-vous en quête de liberté, quelle que soit cette liberté pour vous. Tu as fait honneur, je n'ai rien à ajouter. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu autant qu'elle m'a plu à moi. Elle m'a vraiment passionné. C'était vraiment très 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 intéressant. Voilà, alors si vous voulez retrouver Gabriel, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Léonis. C'est vraiment le meilleur endroit pour aller le voir. Et il y a aussi son livre Secret d'investisseur que vous pouvez acheter les yeux fermés sur Amazon. Moi, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, écoutez, j'avais laissé le mot de la fin à Gabriel dans le podcast et je pense qu'il a vraiment très très bien fait. Donc pour cette semaine, je ne vais pas en rajouter. Je vous souhaite chaque jour d'avancer un petit peu plus vers vos rêves, chaque jour de poser une petite pierre de plus vers votre objectif. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.